Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter succinctement ma communication, donc les relations sino-africaines, la longue histoire d'aujourd'hui, pour reprendre un ouvrage d'Yves Lacoste, par les chiffres et par les dates, donc une relation vue par les chiffres et par les dates. Donc je vais revenir brièvement hein, des relations, enfin sur les relations un petit peu historiques, puisqu'on reparlera, j'imagine, davantage des relations récentes et actuelles entre la Chine et l'Afrique ensuite. Donc, je commence directement disons, 1949. Alors, je ne vais pas évoquer ou revenir sur les expéditions de Cheng He hein, au 15e, entre 1417 et 1433, parce que pour moi, même si, et au-delà du fait historique, de l'événement historique, qui est réel, hein, on a quand même une forme d'utilisation, voire d'instrumentalisation par l'actuel régime chinois de cet événement historique pour raconter à qui veut bien l'entendre que les relations justement entre Pékin et les capitales africaines sont historiques. Ce qui est faux en grande partie, puisque après le XVe siècle, on n'aura en fait aucune relation officielle entre la Chine et l'Afrique jusqu'au XXe et après 49. 49 étant la proclamation de la Chine populaire par Mao, place Tiananmen à Pékin. Donc on arrive directement après 49, puisque la très grande majorité des États africains sont encore dépendants, sous domination coloniale. On arrive à 55, qui est donc l'année de la conférence internationale de Bandung, donc des pays non alignés. Et donc, elle est à l'initiative de Nehru, hein, cette conférence en Indonésie, chez Sukarno. Et pourtant, c'est bien Chou Enlai, donc le représentant chinois, le bras droit historique de Mao, qui va damer le pion un petit peu à Nehru, puisque par des discours assez ouverts, assez libéraux en quelque sorte, c'est la Chine qui va prendre le leadership de cette conférence. Donc, comme je le disais, aux dépens de Nehru, le Premier ministre indien. Et donc, malgré cette rivalité qui est déjà assez forte hein, entre les deux grandes puissances démographiques asiatiques, eh bien, l'ensemble des 29 délégations, dont quelques-unes d'Afrique, hein, il y a le FLN algérien, il y a le Destour tunisien, etc. Et donc, on va avoir un consensus final qu'on appelle évidemment donc, les 5 principes de la coexistence pacifique ratifiés à Bandung. Donc, un consensus final, mais qui cache relativement peu finalement voilà, cet antagonisme entre la Chine et l'Inde. Et donc, de mon point de vue, l'intérêt, c'est effectivement d'appréhender ces rivalités sino-indiennes et au-delà sino-indo-soviétiques, puisque les soviétiques, l'URSS, n'est pas invité à Bandung en 55. En 55 toujours, on était donc là en avril 55, on arrive maintenant à juin-juillet à peu près 55, et donc on a le grand voyage, la grande tournée de Nehru à Moscou, il est reçu avec moult honneur, et donc l'URSS va, selon moi, utiliser un petit peu Nehru, puisque l'URSS ratifie en fait, rejoint en quelque sorte, les 5 principes de Bandung. Et donc pour moi, effectivement, Nehru a été un petit peu utilisé, mais Nehru y a trouvé des compensations, notamment économiques, techniques, auprès des soviétiques. Quoi qu'il en soit, donc on est en 55, et cette rivalité entre les trois, Chine, Inde, URSS, va s'accroître directement après 55, donc 56, puisqu'on a une sorte de politique de déstalinisation entamée par le régime soviétique lors du 20e congrès du PC, du Parti communiste soviétique. Et donc Mao le vit très mal, en tout cas c'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on peut comprendre dans les bouquins, dans les articles. Et donc effectivement, il va beaucoup en vouloir évidemment aux leaders soviétiques, et on a une dégradation des relations assez claires entre l'URSS et la Chine des années 50, hein, mais notamment 56. Ensuite, après 56, on va avoir effectivement plusieurs faits, donc on a un peu des conflits frontaliers sino-soviétiques, on va évidemment avoir la pénétration militaire chinoise au Ladakh indien, donc en 59, on va également avoir en 62 les vrais conflits frontaliers, donc vraiment les deux guerres, Aksai Chin et Arunachal Pradesh, entre la Chine et l'Inde, et on arrive du coup à mon deuxième point, 1963 voire 64. Donc 63, on est là en Afrique cette fois, à Moshi, donc au pied du Kilimandjaro, en Tanzanie. Et donc c'est la conférence internationale, ou générale plutôt, du comité de Moshi, qui doit organiser l'après Bandung, qui aurait dû être en fait une conférence internationale à Alger en 64. Elle n'aura jamais lieu parce qu'on a un divorce entre les Chinois, les Indiens et les soviétiques, en fait les deux blocs, hein, Chine d'un côté, Indien, soviétique de l'autre. Et on a des mots ou expressions délétères qui sont prononcés de chaque côté, de type péril jaune, de type également impérialiste blanc soviétique. Bon, bref. Si on pensait avoir une politique multilatérale envers les pays du tiers-monde ou du Sud, comme on dit aujourd'hui, euh,
Ce n'est plus le cas. Et donc, on va avoir des politiques bilatérales qui vont se mettre en place pour chaque pays. Chine, Inde, URSS. Et la Chine commence dès 63, dès décembre 63, avec la première grande tournée africaine de la Chine par Chou Enlai, encore lui, qui va se rendre dans 10 villes, 10 capitales, 10 pays africains, où il va notamment à Bamako, en fait, institutionnaliser plutôt la politique africaine de la Chine. Il finira ça d'ailleurs à Accra au Ghana, chez Nkrumah, un allié important de Pékin évidemment. On est en 63, mais son voyage, disons, va jusqu'en janvier 64, et en 64, on a l'Inde qui va également acter un petit peu cette rupture sino-indo-soviétique en lançant son grand programme de coopération vers les pays pauvres, l'ITIC, donc c'est le programme indien de coopération technique voilà, et économique, technique et économique. Et donc il est lancé vers septembre, en septembre d'ailleurs, 64. Donc ce n'est pas Nehru malheureusement qui le lance, puisqu'il décède en mai 64. Dont acte, dernière date clé pour moi de ce premier temps sino-africain, c'est 71. Et donc 71, c'est évidemment l'accession de la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU, évinçant par là même Taïwan. Et donc la Chine n'a de cesse d'affirmer que les votes africains ont permis à la Chine de remplacer Taïwan, hein, et d'accéder à l'ONU, ce qui est en partie vrai, mais également en partie faux, puisque ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'on a quand même 16 États africains qui ont voté contre Pékin, et donc pour Taïwan. Suivant, par ailleurs, la consigne de vote, pardon, de Washington, qui voulait évidemment qui privilégiait Taïwan. Donc, dans ce premier grand temps, entre les années, on va dire 50 plutôt, et début 70, je voulais également mentionner un fait majeur, donc c'est évidemment le soutien chinois au MLN en Afrique, donc au mouvement de libération nationale. On sait bien que Pékin a armé, financé et ou aidé d'une autre manière le FLN en Algérie, enfin GPRA FLN, le Frélimo évidemment en Tanzanie, après au Mozambique. On a également la PAC sud-africaine, on peut avoir également l'UPC au Cameroun évidemment, etc., etc. Et puis il y a un autre élément quand même que j'aimerais citer très brièvement, c'est le premier temps de Taïwan justement en Afrique, entre 58 et 70. Et donc pendant à peu près 12 ans, Taïwan va réussir à retourner en quelque sorte les pays africains à sa cause. Et donc on aura une rivalité, là encore, un jeu de dupes entre Pékin et Taipei pour gagner des votes à l'ONU, évidemment, dans le cadre de la lutte, ou en tout cas de la volonté pékinoise d'évincer Taïwan au sein de l'ONU. Bref. On va arriver donc plutôt dans un deuxième temps maintenant, dans les années 70 et 80, où en fait la relation bat un peu de l'aile. Donc évidemment, il le rappelle les diplomates chinois suite à la révolution culturelle, donc forcément sans diplomatie, c'est plus compliqué de faire de la diplomatie. Et puis on a également surtout les conflits politiques internes en Chine, donc la bande des quatre, Deng Xiaoping, etc. Le retour au pouvoir de Deng Xiaoping et les réformes chinoises qui finalement empêchent un petit peu la Chine de se projeter à l'étranger. On a également, et c'est le gros paradoxe de ces années-là, le principal projet infrastructurel de la Chine à l'étranger et surtout en Afrique. Donc il s'agit évidemment de la voie ferrée qui relie Lusaka en Zambie à Dar es Salaam en Tanzanie. Et donc c'est une voie ferrée qui fait 1600 km, etc. et qui a été attribuée à la Chine par les dirigeants zambiens et tanzaniens après 2 refus des Occidentaux. La Banque mondiale et les Britanniques ont refusé 2 fois de financer la voie ferrée. Et donc les Chinois y ont vu un petit peu la manière de concurrencer les soviétiques avec le barrage d'Assoua en Égypte, par exemple. Bon, je passe assez rapidement, notamment la période de réforme, pour arriver directement donc aux années 90, qui pour moi est le début du troisième temps, l'un des principaux, évidemment, entre la Chine et l'Afrique. Et donc on commence en 93. Parce qu'en 93, on a non seulement le lancement de la politique de going out lancée par Pékin, mais surtout le fait que la Chine devienne dépendante sur le plan pétrolier et qu'elle doive maintenant aller chercher, à partir de 93 environ, le pétrole à l'étranger. Et donc elle doit aller évidemment, comme on dit, sécuriser son approvisionnement. Donc elle doit se doter d'institutions, d'instruments, d'outils, de leviers pour ce faire. Et elle n'a pas grand-chose. Et donc l'année après, en 94, on a effectivement la création des 3 policy banks chinoises, donc une banque d'agriculture, une banque de développement et
l'Exim Bank of China, Export and Import Bank of China, qui joue un rôle majeur dans le financement des prêts en Afrique comme ailleurs. Et donc évidemment, ça c'est pour moi fondamental, dans le sens où la Chine se dote d'instruments véritablement, à travers des réformes à la fois sur le statut des entreprises chinoises et sur des réformes institutionnelles pour aller à l'étranger. Donc pour aller investir ou en tout cas gagner les marchés à l'étranger. Donc ça c'est 94, et puis après on aura une série d'événements majeurs que je n'ai vraiment pas le temps d'aborder. On arrive directement à l'année 2000 avec le premier forum de coopération Chine-Afrique, hein, le FOCAC ou FCSA, qui a lieu à Pékin et qui accueille déjà dès 2000 41 représentants africains sur 53, puisque, et encore à l'époque il n'y en a même pas 53, parce qu'aujourd'hui en 2021, l'Eswatini reconnaît encore Taipei, Taïwan. Donc la Chine a des relations avec 53 des 54 États africains. Donc je passe un petit peu, et puis on arrive directement donc, à cette période, 2013-2014, c'est la fin du boom des matières premières, le pétrole chute, il arrive à 30-40 $, etc., etc. Et donc c'est également le tour de Xi Jinping, évidemment, de son arrivée au pouvoir, des nouvelles routes de la soie, etc. Et donc je voulais résumer ça par quelques chiffres. Donc on va passer en gros de relations vraiment statocentrées sous Hu Jintao notamment, ou Jiang Zemin, à des relations plus diversifiées, avec une pluralité d'acteurs chinois et de présence chinoise en Afrique, et donc de stratégie, parce que les privés n'ont pas les mêmes stratégies que les publics, et même les entreprises à capitaux publics, qu'elles soient centrales ou provinciales, n'ont pas toujours les mêmes priorités que l'État chinois, et notamment que le ministère des Affaires étrangères. Bref, et donc quelques chiffres, comme je le disais. Donc vous voyez les IDE, les investissements chinois en Afrique, qui sont très souvent cités, ne forment finalement que moins de 2% de tous les flux en fait, économiques Chine-Afrique. Ensuite, on trouve les prêts, 4%, les prestations de services, donc les contrats chinois gagnés en Afrique, 21%, et le commerce, donc 72%. Mais si on enlève le commerce, qui est bon et un petit peu différent, à mettre à la marge, on a en fait les trois quarts des relations économiques Chine-Afrique qui sont constituées de prestations de services. Ce que je voulais vous dire également pour conclure, puisque le temps file, c'est qu'on assiste depuis les années 2010 notamment à l'atomisation, hein, des présences chinoises. Et donc ça c'est intéressant, puisque effectivement les grands groupes chinois, ou même les petits, les privés, ont des business plans vraiment différents de l'État chinois. Donc ça je me répète un petit peu. On a également donc une diversification, non pas des acteurs, enfin pas que des acteurs, mais également des secteurs d'intervention de la Chine. Donc évidemment les trois historiques étaient l'agriculture, la santé, avec les médecins pieds nus, et l'armement, la défense. Et maintenant on a l'agroalimentaire, on a la manufacture et l'industrie, on a la finance un petit peu aussi avec la Standard Bank en Afrique du Sud, on a l'hôtellerie et la restauration, on a les télécommunications évidemment, etc., etc. Donc, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que les États africains ont relativement peu de marge de manœuvre à l'égard de la Chine, puisque la Chine parle en bilatéral à un pays africain et non pas à l'Afrique, hein. La seule marge qui existe véritablement à l'heure actuelle ou depuis 20 ans, c'est de contraindre quand même la Chine par différents biais. Et donc j'en propose deux, notamment. Si on parle d'investissement, il faudra évidemment contraindre la Chine avec des concepts tels que le 49-51. Donc la Chine ne peut pas investir plus de 49% dans un projet, par exemple, et les 51 restants vont à la partie africaine. Donc ça permettrait d'avoir des idées un peu moins capitalistiques, hein, quand même, et notamment pour éviter ce que j'appelle la spatialisation de la rente chinoise en Afrique, et la création de réseaux évidemment sino-africains. Et puis en termes de prestations, donc de contrats chinois en Afrique, on peut imaginer quelques pays africains qui pourraient contraindre un peu plus la Chine, notamment les groupes chinois, en termes de respect des RSE, des normes RSE, ou encore du droit du travail, par exemple. En tout cas, ma conclusion finale, c'est que la Chine offre beaucoup d'avantages, des bénéfices entre guillemets. Sa présence est positive globalement, mais évidemment, elle perpétue quand même, à travers des réseaux, les IDE et surtout les prestations, la dette évidemment aussi. Elle perpétue des rentes, des formes de dépendance également, et puis donc finalement l'extraversion du continent africain qui est toujours davantage tourné vers l'extérieur que vers l'intérieur. Mais tout ceci reste notamment du fait de la responsabilité du rôle des élites africaines qui ne contraignent pas assez effectivement les IDE ou les prestations ou les flux chinois en Afrique. Et ça, on pourra en discuter tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté, j'ai été un petit peu long, et à tout de suite.